Bonjour mon monde, c'est encore moi, la reine, la seule et l'unique, la reine au bout. Mais, je vous dis en tout cas un bon dimanche, je vous souhaite un bon dimanche et je suis encore très heureuse d'être parmi vous ce jour. Bonjour à tous, bonjour à mon monde dans le monde entier. Bonjour au peuple téké, bonjour à tous les jeunes qui sont toujours là et qui sont en train de m'inciter à pouvoir continuer dans comment on appelle ça déjà, dans ce devoir de pouvoir porter le message, non seulement le message de nos ancêtres, mais aussi le message de nos valeurs culturelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la reine Ngalifuru. Ah, la reine Ngalifuru, cette grande dame. On dit beaucoup de choses ou alors peu de choses sur elle. On parle beaucoup des rois, etc. Mais très peu ou pas beaucoup d'une grande dame qui a fait l'histoire du royaume téké. Et nous allons en parler. La reine Ngalifuru. Qui est la reine Ngalifuru? Alors, vous savez, j'ai écrit donc le livre sur la reine Ngalifuru. Vous pouvez la voir à l'Harmattan. Mais quand j'écris, je lis un peu ce qui est écrit aussi. Et puis, j'écoute ce qui se dit. Qu'est-ce qui se dit? Alors, cette dame qui a marqué l'histoire du royaume téké, la reine Ngalifuru, de son vrai nom, Ngassié. Ngassié, c'est son vrai nom. Est née, on nous dit, en 1864 à Ngabé. Il faut savoir que dans le temps, on avait toujours l'habitude de mettre vers, parce qu'on n'a pas la bonne date.
Mais là, on nous dit en 1864. Prenons ça comme ceci. Et puis, elle est née à Ngabé, effectivement dans une grande famille de caste. Hein, on parle des familles royales. C'est là qu'est née Ngassi, à Ngabé. Une jeune fille qui a grandi dans son village. Et puis, sûrement qu'elle a été remarquée en tant que jeune fille qui faisait déjà l'exception dans son temps, parce qu'elle aimait beaucoup le travail. Et c'est là que le roi vient demander sa main. Et elle devient donc la femme d'un roi. Je veux ici ne pas citer de nom. Parce que dans mon livre, j'avais cité un nom. On me dit non, ce n'est pas celui-là, c'était l'autre. Bon, comme j'ai un peu de doute, je ne citerai pas. Je vais laisser aux sachants, aux bibliothèques vivantes, de citer son nom. Comme ça, au moins, on est sûr du nom du roi qui a été son mari. Mais ça a été, elle a été épousée, donc le roi vient l'épouser. Et vous savez que dans le royaume Téké, ce n'est pas parce que on est la femme du roi qu'on devient reine. Vous le savez, je vous l'ai toujours dit, vous le savez déjà. Donc, elle n'est pas reine, elle est l'épouse d'un roi. Mais elle a été remarquée par son intelligence. Et on dit qu'elle avait des pouvoirs surnaturels. Et à partir de là, son mari, effectivement, son intelligence a attiré son attention. Ce qu'il a fait au premier abord, c'est faire d'elle sa conseillère. Et c'était vraiment une bonne conseillère. Mais elle le faisait tellement bien. Et à un moment donné, le mari se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas donner le pouvoir de reine à cette femme? Et là, le mari, le roi, a fait des démarches pour que cette femme-là devienne reine en bonne et due forme. Et donc, quand il le faut, il faut effectivement contacter les notables, les dignitaires du royaume, les Nkobi bien sûr, parce qu'il faut que tout le monde se mette d'accord pour qu'on puisse l'initier. Ça n'a pas été facile. Mais effectivement, à un moment donné, même les notables, les dignitaires, les Nkobi, tous se sont dit, mais pourquoi pas, elle a des capacités, elle est intelligente, cette femme, elle peut faire beaucoup pour le royaume. Alors, on va l'initier. Et voilà comment est-ce que la reine Ngalefuru a été initiée. Et c'est en ce moment-là, j'allais dire, voici comment Gassié a été initiée et est devenue, après l'initiation, la reine. Et là, on lui donne un nom, Ngalefuru. Donc, Ngalefuru, ce n'est pas son nom de naissance. Donc, c'est une fois qu'elle a été initiée, on lui a donné le titre de Ngalefuru. Voilà, on va dire que c'est un titre, ce n'est pas un nom. Là aussi, il faut savoir dire les choses. Donc, son titre devient Ngalefuru. Ngalefuru, c'est quoi? Nga, c'est la propriétaire. Liframba, tout le monde connaît, c'est les cendres. Alors, ça devient la propriétaire des cendres. Et la propriétaire des cendres, ce n'est pas une petite chose. Hein? Cette femme, avec ce nom de reine Ngalefuru, Manko Ngalefuru, devient cette femme, mais alors, qui est à la porte, non, qui est dans le pouvoir. Elle devient la femme du pouvoir. Et une fois qu'elle devient la femme du pouvoir, on lui ouvre les portes du savoir. Et là encore, il y a quelque chose à apprendre. Vous savez que dans le royaume Téké est c'est un royaume très secret. Il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas. Mais ils ne le disent pas. Pourquoi? Parce qu'au fait, il faut que la personne soit préparée pour avoir certaines connaissances. Et donc, cette porte du savoir, c'est un peu fermé à un grand nombre. Mais une fois que tu as accepté, on commence à t'apporter ce savoir. Et là, la reine initiée, on lui remet le paquet de certaines choses et les secrets qu'elle ne connaissait pas. Et voici la reine du pouvoir qui est là, la femme. J'ai envie de dire, c'est la première femme chez nous qui a eu, comment on appelle ça déjà, qui a occupé ce poste, et pas n'importe quel poste. C'est cette femme qui arrive au pouvoir et qui va tenir les rênes du pouvoir. C'est la reine Ngalefuru.
Là, on me demande toujours, mais on dit toujours qu'elle avait des pouvoirs surnaturels, mais qu'est-ce qu'elle faisait de surnaturel? Eh oui, cette dame faisait des choses effectivement surnaturelles. Elle avait ses pouvoirs surnaturels. En tout cas, ce que les parents racontent, c'est que c'est une femme qui avait les capacités de pouvoir planter un bananier. Hein. Il peut planter un bananier, par exemple, et le bananier, ma foi, peut pousser et donner des fruits. Alors, je ne sais pas si c'est dans la journée ou en quelques jours, mais en tout cas, ça pouvait donner des fruits dans un petit temps, laps de temps. Et non seulement ça, il faut savoir que dans le royaume Téké, nous avons aussi ces pouvoirs de pouvoir faire chuter la pluie ou l'arrêter, de pouvoir faire chuter les foudres. Nous les avons. Ça, c'est chez nous. Et tout ça, elle savait le faire. Moi, je me souviens moi-même, j'ai eu cette expérience quand j'ai emmené une délégation de Bibliothèque sans frontières à Mbé. Ce jour-là, pourtant, on était pendant la saison sèche. On est allé rendre visite au roi Gimpio. Il faisait très chaud dans la case. Et c'était au mois d'août. Et au mois d'août, il ne pleut pas chez nous. Et le roi Gimpio dit seulement quelques mots en disant « Oh là là, on a juste besoin d'un peu de fraîcheur. Juste une petite pluie seulement. Pour que ça nous rafraîchisse. » Et vous savez quoi? À la minute, on a regardé à l'extérieur, la pluie était en train de tomber. Mais c'est ça le pouvoir royal. Et puis, effectivement, on a eu cette fraîcheur qui nous est arrivée avec la pluie. Et puis, à un moment donné, le roi dit, bon, maintenant, ça va. On s'est rafraîchi. Merci. La pluie a disparu. Ça, je l'ai vécu. De la reine Galifuro, je n'ai pas vécu. Ils l'ont dit et j'y crois. Et j'ai vécu, donc, ces instants qui m'ont... Mais quel pouvoir nous avons! Mais est-ce que nous, le peuple Téké, nous sommes conscients de ce grand pouvoir que nous portons? Voilà. Voilà donc Gassié devenue reine. Mais reine, pourquoi faire? Au fait, elle était au devant de tout. Et même par rapport à ce qu'elle faisait, les étrangers et les occidentaux et autres qui venaient chez nous étaient vraiment éberlués par ce pouvoir. Et tout le monde voulait rencontrer cette dame. Voici comment cette dame est arrivée au devant de la scène. Et ici, elle est déclarée donc gardienne du temple. Désormais, il lui revient le devoir de reconnaître l'authenticité et la légitimité des différents prétendants au trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on veut mettre un roi en place, il faut qu'il ait l'aval de la reine. C'est la reine qui sait, elle sait dans quelle famille on peut puiser un roi et elle sait qui mérite d'être rattrapé. Alors, il faut l'aval de la reine. Elle peut mettre son veto et on n'accepte pas. Elle est gardienne des attributs du pouvoir. Sa voix est prépondérante et sa décision sans appel en cas de crise. La reine est chargée de la gestion du Nkwembali à la suite du décès du roi et pendant l'interrègne. Donc, quand un roi décède, au fait, c'est elle qui manipule, qui a les manettes du pouvoir pour pouvoir continuer. On dit qu'elle est également elle a également l'autorité de diligenter le code pénal propre au Nkwembali. Ah, le code pénal propre au Nkwembali. Eh oui, c'est elle aussi qui préside l'inhumation des vassaux rois. Mais quel pouvoir! Mais quel pouvoir! Il est important de pouvoir comprendre cela parce que nous sommes dans un milieu. Je ne dis pas où l'on sous-estime la femme, mais je dis où la femme, dans le pouvoir royal, était un peu écartée. Et là, elle arrive, mais elle arrive et elle a tous les pouvoirs qu'il faut pour pouvoir s'impliquer dans le royaume. Et voilà cette femme qui devient presque, quelque part on a envie de dire, ça éclipse un peu le roi à côté. En 92, quand le roi décède, c'est elle qui prend les manettes. Et aujourd'hui,
Ce qui se dit, et je le dirai peut-être après, parce que pour le moment, je parle un peu de son vivant. Et donc là, c'est elle qui prend les manettes. C'est elle qui gère. Hein? Et elle part à Ngabé, là où elle est née, effectivement. Hein? Après le décès de son mari, elle est à Ngabé. Et de Ngabé, elle va gérer le royaume de 1892 à 1956. Et là encore, il y a un roi en place. Il y a quelque chose qu'elle a suscité. Parce qu'une fois que la reine, le roi décède, il n'est pas question qu'on la mette de côté. Non, elle a maintenant ses attributs. Elle peut s'asseoir dignement sur son trône. Et elle a son trône. Ce qui fait que depuis effectivement la reine Ngalifuru, il y a maintenant, on va en dire, 2 trônes. Il y a le roi qui siège à Mbé et la reine est à Ngabé. Et donc les deux, Ngabé et Mbé, deviennent des sièges quelque part des royaumes, là où les 2 entités, effectivement, gèrent le royaume. Et ce qui est bien, c'est que après son décès, les choses vont continuer. Pas avec elle, mais avec une autre reine cette fois-ci. Ngalifuru. Ngalifuru, reine de fer, je l'ai appelée reine de fer. Elle est devenue au fil du temps la reine adulée. On ne parlait plus que d'elle. Et dans les décisions qu'il fallait prendre effectivement avec les étrangers qui venaient chez nous, elle avait son mot à dire. Mais elle le disait, elle le faisait tellement bien et qu'elle avait l'admiration de tous. Et là, la reine Ngalifuru, la reine du pouvoir, on dit, grâce à sa puissance naturelle, elle a marqué l'histoire de ce royaume. Et elle a créé un précédent. Et réussi à faire évoluer naturellement et détourner le cours des choses. Et ça, c'est vrai. Hein? Et c'est bien, c'est tellement bien dit. On n'a rien à ajouter, nous ne sommes pas là, on n'a même pas besoin de commenter. Et là, c'est elle qui devient la reine de fer, qui est devant tout, et c'est elle qui mène le travail. Et là, arrive la reconnaissance de tout ce monde autour d'elle. Et surtout les Occidentaux. Alors là, je vais vous lire, comment on appelle ça déjà? Je vais vous lire toutes les décorations qu'elle a reçues. Elle a reçu les décorations, cette dame. La reine Ngalifuru est l'une des rares femmes africaines à avoir le mérite d'être reconnue et couronnée par les décorations françaises. Chevalier de la Croix de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de l'étoile d'Anjouan et décoré de l'ordre colonial de Dahomey, actuel Bénin. Et oui, elle a été récompensée pour sa bravoure, on parle beaucoup de sa bravoure, et les vertus qui sont les siennes. Donc, dans les décorations françaises, les principales décorations françaises sont l'ordre de la Légion d'honneur, médailles militaires, ordres coloniaux, médailles commémoratives de guerre. Elle a mérité, elle a été décorée de tout ça, cette dame. C'est avec une grande fierté qu'elle épingle cette décoration sur son corsage. Quand vous regardez, la photo ne se voit pas bien, mais quand vous regardez bien la photo, j'ai mis cette photo effectivement pour qu'on puisse voir toutes les décorations qu'elle avait sur son corsage. Pour elle, naturellement, c'est une fierté et pour nous aussi. Les décorations, on ne décore pas n'importe qui et n'importe comment. En tout cas, venant de on va dire, des étrangers, c'est parce que ces personnes ont reconnu la valeur d'une femme, pas seulement d'une femme, mais d'une reine de pouvoir. En parlant de De Brazza, il y a eu beaucoup d'échanges entre le roi, la reine et De Brazza, bien sûr, qui en ce moment était le colon venu d'outre-mer et qui a été accueilli par le roi chez nous. On parle même des traités qui ont été signés. Oui, il y a un traité de protectorat qui a été signé, je crois, le 10 septembre
1880, je n'ai pas envie de faire des erreurs, mais en ce qui concerne les dates, il faut être sûr des dates. Je crois que c'est la date, vous pouvez vérifier. Au cours de ces multiples rencontres, De Brazza a offert à la reine un sabre afin d'honorer la sagesse et la bravoure d'une grande dame, toujours prête à répondre à l'appel du royaume. Il a offert également une hallebarde et remis son épée. De Brazza a remis son épée à la garde de la reine Ngalifuru qui serviront de protection à cette dernière. En retour et en remerciement de ce bon geste, la cour du roi offrit à De Brazza des pagnes en tissu raffia, qui est notre tissu. Et ce tissu raffia, le royaume s'en servait comme monnaie d'échange. Je recommence, parce que c'est très important. On parle beaucoup de ce que De Brazza a offert à la reine Ngalifuru. Vous voyez, De Brazza n'a pas offert des choses en aparté. C'est des rencontres qui se font entre le roi, la reine et De Brazza, de toutes les façons. En tant que reine, la reine ne peut pas être isolée seule dans son coin. La reine n'a pas le droit de recevoir seule. La reine est toujours entourée du roi et de la cour royale. De Brazza ne pouvait pas rentrer dans le village royal et rencontrer la reine seule. De toutes les façons, non seulement ça ne peut pas se faire parce qu'il y a la cour royale qui est là, il y a des porte-paroles, il y a la sécurité. Mais attendez, c'est inimaginable. C'est en présence du roi, de la cour royale, dans les échanges et les rencontres avec De Brazza, que celui-ci a offert à la reine un sabre afin d'honorer la sagesse et la bravoure d'une grande dame, toujours prête à répondre à l'appel du royaume, une hallebarde et remis son épée à la garde de la reine qui serviront de protection à celle-ci. J'ai bien insisté là-dessus et je sais pourquoi j'insiste. Ceux qui n'ont pas. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. C'est pour comprendre la hauteur qu'avait cette dame. Dans le royaume Téké, rien, comment on appelle ça déjà, les choses sont tellement compliquées. Vous croyez si aujourd'hui, nous devons aller rencontrer le roi par exemple, ben, il faut passer par des multitudes de rencontres, etc., etc. On ne claque pas des doigts et on va voir la reine Ngalifuru, là où elle est, cette dame. Là où il faut vraiment insister, et j'insiste, parce que je suis une femme, mais je ne parle pas de moi, mais je vais dire, quand il y a une femme qui a fait des grandes choses, il est de notre devoir de pouvoir les reconnaître. La reconnaissance, c'est aussi ça, savoir reconnaître le mérite d'une personne. La reine Ngalifuru a mérité, mais elle a tellement mérité des choses. Peut-être qu'elle n'a pas gagné comme elle devrait gagner. Mais nous sommes là pour ramener l'histoire à la surface. Pour qu'on n'oublie pas cette dame qui a joué un grand rôle chez nous. La reine Ngalifuru, eh oui, dans la vie, tout naît, vit et meurt. La reine Ngalifuru a régné donc de 1880